En 1992, alors qu'elle était dans la trentaine, Camille Fouillard a été mandatée afin de se rendre dans la communauté Innu des Ujtimasiu, située dans le Labrador, afin de travailler à la préparation d'un rapport sur un incident au cours duquel 6 enfants ont perdu la vie lors d'un incendie de maison. Le rapport Gathering Voices a été issu de cette démarche, mais des années plus tard, Fouillard a choisi de revisiter son expérience d'immersion chez les Ujtimasiu à travers les artifices de la fiction. Le roman Precious Little, paru en 2022 chez Vagrant Press, relate l'expérience de Fouillard à travers le personnage d'Anna. Dans le roman, le statut d'étudiante étrangère qui était celui d'Anna lors de ses premières visites au Labrador lui avait initialement ouvert des portes et valu un accueil chaleureux et bienveillant. Or, y retourner 7 fois chargé d'une mission qui engendrera un jugement non pas légal mais bien moral sur la communauté, instaure un rapport plus conflictuel et clivant entre Anna et les Ujtimasiu. La jeune femme reconnaît que sa formation d'universitaire ne lui semble d'aucune aide afin de composer avec la situation dans laquelle elle se trouve. Nancy, if you may. Reading volumes of books and journal articles full of theory and lingo and lofty ideas does not help. Now what? What was I thinking? And my language, all the jargon, how can I make this work? It can't. Ce qui se dégage en filigrane dans les propos d'Anna est un sentiment de frustration généré par le rejet qu'elle perçoit et ressent. Creeping self-doubt. It's too late. I'm doomed. Come on, you did your best under the circumstances. I may have done my best, but still, deep inside, I'm never good enough. Come work with the Innu. Required skill, know how to feel inadequate. Qui plus est, Anna exprime explicitement ses impressions depuis sa perspective de femme blanche, allochtone face aux autochtones, notamment dans le passage suivant, très révélateur de son exaspération. And all that staring, each day, every day, like I'm an animal in a zoo. What do they see? An intruder or interferer, do-gooder, ignoramus, meddler? A listener she's easy to talk to, but more likely, what does she want this time? And usually, I do want something. What is she looking for? Adventure, healing, danger, a spiritual home, a cause, a story? She's a thief of land and culture, stealing their image in a photograph, or stealing a job for sure. The staring is wearing me down. Il s'avère que l'inconfort dans lequel se trouve le personnage trouve sa source dans une situation qui est en quelque sorte irrésoluble à échelle individuelle et la plonge dans un sentiment de honte qu'elle sent qu'elle ne pourra jamais dépasser. Shame is my discomfort, to walk around the village with its rows of shacks as some kind of payoff, to see what has happened to people, to the children. My government did this, and what unmentionables did my ancestors commit? I want to point the finger at someone, at some tangible thing. I didn't steal land, I didn't steal children. I want to defend myself, to deflect, to cry. No one's trying to hold me responsible, but I'm not off the hook. Ce ne sera au final qu'en donnant la parole aux membres de la communauté, en jouant un rôle de relayeuse qui préfère se retirer du devant de la scène, qu'Anna parviendra à produire un rapport qui rend justice à la manière dont les événements tragiques ont été gérés par les Ujtimasiu. Sur un autre plan, c'est à travers une représentation fictionnelle et littéraire que Fouillard partage une perspective sur les rapports difficiles et chargés entre autochtones et allochtones au Canada, depuis le point de vue des dominants, donnant accès à une expérience de vie qui se veut très informative sur les plans politiques, psychologiques, sociologiques et morales. C'est la perspective sur les Autochtones du Canada à travers des productions artistiques que nous allons aborder dans cette communication, par l'étude de bande dessinée produite par des personnes blanches, et donc à partir de leur perception, en portant attention à la manière dont celle-ci affecte la représentation, donc la mise en image et en parole, des sujets présentés et partagés dans les œuvres. Pour ce faire, nous nous engagerons dans le sillon des travaux menés par notre collègue présente à la table, Nancy Pedri, à propos de la focalisation en bande dessinée. Pedri et Silke Horscott expliquent dans leur texte Focalization in Graphic Narrative que ce concept peut être défini ainsi. Focalization, the filtering of a story through a consciousness prior to and or embedded within its narratorial mediation, is a fundamental analytical concept in narrative theory. It allows researchers to differentiate between the narration of a story on the one hand and the mental processing of that story by a character or by the narrator on the other, thereby providing crucial insights into the representation of consciousness in fiction. Petit aparté, vous comprendrez pourquoi j'ai requéri son assistance. Il n'y avait aucune chance que je lise son propre texte avant elle. Or, plus loin, elle démontre avec justesse que le concept issu des études littéraires élaborées notamment par Jeannette et Ball ne peut pas être plaqué sur des études de médias visuels sans aménagement additionnel.
En effet, comme le suggèrent les autrices, In any narratological analysis of visual art, the temptation is large to identify focalization with optical perspectivation. However, when this occurs, focalization risks becoming a mere surface description that does not account for the processing of narrative deep structures in the act of reception, crucial to our minds, and thus ceases to be engaged in the meaning-making processes of narrative. il est donc nécessaire de porter attention aux marqueurs de focalisation propres à chaque média, afin de ne pas se limiter à une simple identification de la perspective oculaire depuis laquelle une information visuelle nous est présentée, par exemple en faisant l'adéquation entre le plan utilisé dans une case de bande dessinée et le regard de la personne hypothétique qui serait responsable de la produire en l'observant. En outre, comprendre depuis quelle focalisation est offerte une case de bande dessinée permet de mieux en discerner les potentielles composantes subjectives, ce qui a trait, selon les autrices, aux indices d'aspectualité que l'on peut y retrouver. Dans un autre article, Pedri précise que Working with an aspectual model of focalization, anything that communicates the qualia of a situation, including ocularization, is part of aspectuality and thus has to do with focalization. ce terme n'ayant pas de pendant direct en français, nous comprendrons pour la suite l'aspectualité comme la somme des ingrédients personnels qui donnent une coloration spécifique à une production sémiotique et qui, par conséquent, peuvent témoigner d'une focalisation interne dans un passage de bande dessinée. Pedri et Horscott mentionnent, parmi les groupes de signes où l'on peut relever des éléments d'aspectualité, l'emploi d'un style graphique distinct qui n'est possible que grâce à l'existence d'une sorte de degré zéro de focalisation, an aspectuality neutral background against which a subjective inflection is introduced. Nous ajouterons qu'un changement de focalisation peut également être signalé par des indices verbaux et textuels ou par des indications claires émanant du récit. Finalement, puisque, comme le signale Pedri, When studying subjectivity in graphic memoir, questions of perception need to extend beyond the optical domain to include cognitive processes, beyond sight to include the subjective filtering of information, beyond seeing to include thinking. considérer les enjeux de focalisation dans notre corpus nous semble des plus pertinents. Il faut également préciser que la représentation de personnages autochtones dans des bandes dessinées ne peut manquer de se mesurer à celle qui a déjà été mise en place dans un imaginaire où s'est façonné le mythe du « bon sauvage », à coups de caricatures répétées et réductrices. Comme l'explique Emmanuel Dufour, merci, c'est le Québec qui est né dans mon pays, les premiers peuples du territoire n'existaient chez nous qu'à l'intérieur d'un imaginaire folklorique personnifié par les jeux de cow-boy, les bandes dessinées, les western spaghetti et les costumes d'Halloween. À la planche suivant cette citation, Dufour rassemble en périphérie de l'image centrale des affiches, logos et objets tirés de la culture populaire de sa génération, qui démontre comment ces différents symboles incarnent de manière puissante l'enfance de l'autrice, et il y a fort à parier que les membres de sa génération pourraient se faire susciter de nombreux souvenirs en contemplant cet inventaire. Or, la scène centrale de cette image est une transmission de récit. Une adulte raconte à 3 enfants, à partir d'un livre illustré, ce qui semble être la version Disney de Peter Pan, plus particulièrement la scène où Peter discute avec le chef des Peaux-Rouges et Lily la tigresse. Cette scène illustre la manière dont, lors de l'enfance, un objet culturel se fait introduire dans la conception du monde et peut y laisser une trace durable, voire indélébile, avec les risques que cela comporte. Donc, c'est peut-être pour remplacer ces images d'Épinal canadiennes et leur influence néfaste sur la culture que Louis Rémillard a consacré ses plus récents albums à relater des récits des Premières Nations en bande dessinée. En fait, l'œuvre de Louis Rémillard, qui débute sa carrière dans les années 70, s'exprime pendant quelques décennies du côté de la satire sociale et politique dans une veine humoristique. Cependant, elle va opérer un virage écologique par la suite pour suivre le chemin d'un retour aux origines. Ainsi, dans Voyage en zone d'exploitation 2008, l'auteur propose une satire aux accents oulipiens de l'exploitation de la forêt boréale au Québec. En 2012, dans Down de Petawawa, il personnalise son discours en racontant en images muettes l'une de ses expériences de canot camping. Puis emprunte par la suite la voie de l'histoire, à partir du retour de l'Iroquois, interprétation fictive d'un voyage réel de 500 km, canoë et portage, de Trois-Rivières jusqu'à la rivière Mohawk, dans l'actuel État de New York, effectué au printemps 1644 par un Iroquois libéré par les Français pour proposer à son peuple un pacte de paix, dans un album faisant la part belle au savoir et à l'imaginaire des Premières Nations ainsi qu'à leur rapport à la nature. Notre premier cas d'étude porte sur son plus récent album, Traces de mocassin, qui raconte les destins de différentes figures autochtones à l'époque de la Nouvelle-France d'après des récits de voyage de l'époque et où les personnages d'hommes blancs
notamment Samuel de Champlain et le père Paul le Jeune, servent d'intermédiaire de la perception du lectorat sur une culture étrangère, alors que la mise en image témoigne souvent d'une mise en valeur de l'imaginaire autochtone. Dans le récit « La tente tremblante », nous sommes en 1866 et voyons un missionnaire accompagner un groupe d'Inuits dans la forêt boréale. Le gibier y est rare et la faim se fait sentir. Le missionnaire décide alors de prier pour y remédier, passant de longues journées agenouillé dans la nature, subissant stoïquement les assauts de nuées de moustiques, les yeux doucement clos, en signe d'humilité, mais au terme desquels les chasseurs rendent invariablement bredouille. S'impatientant, le chaman construit alors avec les siens une tente chamanique, à l'intérieur de laquelle il pourra s'adresser aux esprits lors d'une cérémonie divinatoire. Un retour en arrière convoque alors la relation de 1634 de Paul le Jeune, soit un Français au pays des bestes sauvages, la plus célèbre des relations des Jésuites, dans laquelle il insiste sur les scènes de baptême et les stratégies de conversion des sauvages, en guillemets, présentant notamment les sorciers comme des rivaux malveillants, conflit d'intérêts oblige. Donc, il n'en va pas autrement dans cette histoire où le jeune a été confronté au même rituel de l'attente. L'essentiel de ses énergies sont dirigées vers la découverte d'une supercherie ou l'expression de son scepticisme, ainsi de son œil froncé qui refuse de voir. Donc, retour aux missionnaires de 1866. Au lendemain de la cérémonie, les Inuits tombent miraculeusement, mais sans surprise, sur un troupeau de caribous. Et le missionnaire doit se résoudre à avouer que la tente tremblante est plus forte que la prière. Son regard est quant à lui simplifié de manière humoristique à l'aide d'un procédé systématisé aujourd'hui par l'emploi des émojis, et là c'est ma blague dans mon exposé, les fameux yeux souriants, comme un clin d'œil d'autodérision adressé par nos contemporains d'obédience postcoloniale aux préjugés de nos lointains ancêtres colonisateurs. Ainsi, si le missionnaire de 1866 permet une mise à distance de la vision de le jeune, la représentation de son regard permet de surcroît un certain amendement au public d'aujourd'hui. Son de cloche similaire à le jeune chez Samuel de Champlain, qui, devant susciter l'intérêt du pouvoir politique pour sa mission, s'adresse à la métropole dans Des Sauvages ou Voyage de Samuel de Champlain, paru en 1603, en indiquant qu'on pourrait montrer à vivre aux sauvages qu'ils souhaiteraient tous être convertis au christianisme, car leurs croyances que leurs songes sont véritables sont des visions du diable qui les trompe et séduit, et que leur pilotois, soit leur chaman ou sorcier, parle au diable visiblement. On retrouve d'ailleurs son ton condescendant au début du chapitre « La découverte du lac Champlain ». Lorsqu'il critique les tactiques de guerre des Hurons, c'est l'extrait que vous voyez actuellement, « Je leur montrai la faute qu'ils commettaient et leur dis qu'il ne fallait pas vivre comme des bêtes », donc à la page 9, et plus loin, lorsqu'il déforme volontairement les propos d'un pilotois en marmottant entre ses dents certaines paroles par lesquelles il dit invoquer le diable. Donc, le mépris de Champlain pour la vie spirituelle de l'autre est bien traduit par l'emploi du terme « marmotter », qui dénote l'expression de paroles confuses et indistinctes, de même que par l'invalidation de son destinataire surnaturel, qui a certainement très peu à voir avec le diable du christianisme. Cependant, l'essentiel du récit est fait de descriptions, donc n'est pas fondé sur ce que pense Champlain, mais bien sur ce qu'il voit. Le personnage, oui, étant parfois présent en tant qu'observateur dans l'image, son affect se trouvant figuré par l'aspect visiblement décalé de son allure, vestimentaire notamment, et de son comportement, il est vrai, mais aussi souvent présent en vision subjective, où cet affect se trouve en quelque sorte neutralisé par la perspective du lecteur, permettant à ce dernier une nouvelle compréhension et ainsi la prise d'une certaine revanche sur l'histoire. Ceci dit, différentes stratégies concourent à mettre hors jeu cet imaginaire en décalage des Européens sur les plans physiques et psychologiques. Ainsi, pour le jeune Louis, figure substitut de Champlain dans le chapitre « Outé-Toukos », parti chasser à l'île aux Hérons avec le Huron Savignon et le chef Innu qui donne son nom au chapitre. En route en canot vers l'île, ce dernier intimera à Louis d'enlever son large chapeau d'apparat parce qu'il lui cache la vue, ce qu'il refusera de faire. Mal lui en prendra, car c'est aussi son propre regard qui sera obstrué par son chapeau, l'empêchant de viser adroitement, lui qui ne fera que tirer sans résultat, tirer dans le tas, dans un ciel pourtant couvert de hérons, tandis qu'Outé-Toukos, qui bande son arc en silence, atteindra sa cible du premier coup. Ici, les remontrances de Champlain à propos des tactiques de guerre perdent un peu de leur superbe. Sur le plan psychologique, l'ironie du sort, c'est que c'est justement Champlain qui perçoit le caractère divinatoire des sons chez les Autochtones comme une influence du diable,
qui fera le rêve annonçant la victoire sur les Iroquois lors de la fameuse bataille du lac Champlain en 1609. Le récit de son songe sera d'ailleurs accueilli comme le signal de l'attaque par les Hurons et leurs alliés. Placé en tête par ces derniers, Champlain, armé de son arquebuse, en sera le fer de lance. Cependant, avant l'assaut face à ses opposants, il s'arrête pour les regarder, et c'est le moment où le choix de représentation du regard du colonisateur par Rémillard devient le plus significatif. Le noir de l'ombre de la visière de son casque accentue ici un détail de son apparence qui titillait inconsciemment le lecteur. Champlain a le regard vide. Lui qui ne sait pas voir l'Autochtone comme un humain, se trouve paradoxalement investi du récit d'un songe qu'il dépossède de lui-même pour lui substituer l'imaginaire spirituel de cet autre. Entre parenthèses, il est à noter que cette bataille est probablement la première où des Européens prennent part dans un conflit entre les Autochtones en Amérique. Dans le chapitre « Savignon », qui raconte notamment le voyage de ce jeune Huron amené par Champlain à la cour du roi de France dans le cadre d'un échange culturel, entre parenthèses, avec Étienne Brûlé, le célèbre ensauvagé qui vit chez les Autochtones depuis 1 an, ayant appris leur langue et adopté leur façon de vivre. Le renversement de la perspective vient cette fois poser le milieu même du colonisateur en décalage, présenté ironiquement par Rémillard comme « Paris et ses merveilles ». En effet, ce voyage présente dans des vignettes chargées et chaotiques où dominent les oppositions l'étrangeté des mœurs françaises aux yeux du Huron. Un homme est cloué au pilori pour avoir chassé, privilège exclusif au roi. Les uns logent dans d'immenses cabanes alors que les autres vivent dans la rue. Ceux qui possèdent le moins doivent ramper devant ceux qui possèdent le plus, etc. Donc Savignon, pour qui les principes de fraternité, de partage et d'égalité vont de soi, se trouve un peu chamboulé par ces visions-là. Après son retour en Amérique, alors qu'il s'apprête à rentrer chez les siens, il fait ses adieux à Champlain, lui indiquant néanmoins qu'il retrouvera une vie bien pénible chez les siens suite à ce qu'il a vécu en France. Mais c'est un nouveau clin d'œil ironique de Rémillard, alors qu'elle sera pourtant par la suite dépeinte comme enchanteresse le long d'une série de vignettes plus dépouillées, où les hommes et animaux agissent en groupe plutôt que de manière chaotique, et où on aperçoit une volée de bernaches, le miroitement du soleil, des cieux hypnotiques, le vent dans les graminées, des eaux calmes ou puissantes et la chaleur de l'accueil. Sur une tonalité plus grinçante et critique, toutefois, Rémillard confronte directement le regard autochtone au regard néocolonial contemporain en opposant les époques, les cultures et les points de vue au sein de cases contiguës. Par exemple, ici en page 62, où une rivière vue à vol d'oiseau est opposée à une vue par satellite à travers l'écran d'un ordinateur, la petite flèche du curseur en faisant foi. Donc, il va insister sur la mécanisation et la perte d'expérience concrète avec le monde. L'auteur a d'ailleurs utilisé ce procédé à quelques reprises dans Le Retour de l'Iroquois. J'en convoque un exemple ici, celui des pages 60-61, qui oppose la portée signifiante de 2 moyens de transport issus de civilisation que tout semble opposer. Ici, un canot qui passe silencieusement devant un parc d'automobiles immobiles, trônant avec désolation sur une nature anéantie, comme je l'évoquais dans mon essai à la fin du Retour de l'Iroquois. Cependant, comme pour balancer le fait que les histoires qu'il présente s'inspirent de récits de voyage des colonisateurs, Rémillard paraît aussi, entre celles-ci, discrètement céder la place à l'Autochtone. En effet, on retrouve un point de vue particulier dans les illustrations pleines pages qui servent d'intermède entre les chapitres. Donc, vous avez un exemple ici, vous avez la fin d'une histoire et un exemple de ces pages intermédiaires. Ces images muettes et sans personnage, strict point de vue sur la nature, se distinguent des autres images de l'œuvre qui figurent soit la narration et ou la présence du blanc, soit la représentation d'Autochtones. Ainsi, compte tenu du point de vue développé dans cette œuvre, ces images où le narrateur se tait incitent-elles à emprunter le point de vue de l'Autochtone, voire à lui céder le regard. Cette idée semble corroborée par la première planche du livre, au fond, par l'image pleine page qui précède la première histoire qu'on voit ici, qui présente un ensemble d'idéogrammes hurons tracés en blanc sur fond noir. Cette première pleine page de la série paraît à la fois céder la parole à la nation mise en scène, comme une indication de la manière dont devraient être interprétées les illustrations pleine page suivantes, soit relevant de la vision autochtone, mais aussi en présentant un équivalent culturel chez la Première Nation, donner une caution à ce que Rémillard s'apprête à présenter, soit un message de signes graphiques figuratifs permettant de savoir, citation de l'extrait, si ce sont des amis ou des ennemis qui sont passés, soit, dans le cas de Rémillard, une bande dessinée qui demanderait
pardon pour les erreurs du passé, comme le ferait un ami. Passons maintenant à l'étude d'une œuvre de Joe Sacco. Celui-ci se passe en dos de présentation, mais pour rappel, après avoir obtenu un diplôme en journaliste de l'Université de Portland et entrepris une carrière de BDiste par la publication de comics chez Fantagraphics, relatant sa vie d'assistant de tournée pour un groupe de heavy metal en Allemagne, recueilli dans But I Like It, il se lance dans son premier projet d'envergure, Palestine, prépublié en volume avant d'être rassemblé dans une édition collectée qui lui vaudra une reconnaissance critique et commerciale. C'est dans cette première œuvre que Sacco met en place son approche héritée à part égale du New Journalism de Norman Mailer et Tom Wolfe et du Gonzo Journalism de Hunter S. Thompson, et qui consiste à se placer au cœur de son reportage afin d'en devenir rapporteur et acteur, voire personnage principal. Se placer au cœur de ses aventures journalistiques a forcément une influence sur la posture subjective déployée dans sa pratique, puisqu'elle permet d'assumer un ton plus personnel, voire de commenter la manière dont sa présence a une influence sur ses sujets et à l'inverse, comment ces sujets influencent sa perception. Prenons un premier exemple de voir comment la présence physique dans la réalité objective et graphique dans ses planches influence la construction de la focalisation dans les œuvres de Sacco. Dans The Fixer, le BDiste revient sur ses voyages en Bosnie et à Sarajevo, qui lui ont fourni le matériel de base de ses ouvrages précédents, afin de présenter une tranche de vie plus personnelle. En effet, afin d'accomplir ses missions journalistiques, Sacco s'était à l'époque prémuni des services de Niven, un fixer, terme qui désigne un homme à tout faire occupant les rôles de guide, interprète, assistant personnel et autres tâches connexes pour les journalistes étrangers. Les premières cases du récit instaurent un style de livraison de texte qui deviendra la signature de la prise de parole de Sacco dans cette œuvre et les subséquentes, une soliloque fragmentée en récitatif au positionnement oblique qui se déploie en saccade plutôt qu'en bloc, marquant l'effervescence de sa pensée. On constate également que Sacco peut se détaché de l'arrière-plan autant qu'il peut s'y fondre. Donc, dans la case du haut, on le voit clairement, tandis que dans celle du bas, il a intégré la foule. La rencontre de Niven permet à Sacco de mieux s'adapter à son nouvel environnement. L'emprise et l'influence du fixeur sur le journaliste est signifiée rapidement par cette série de cases décontextualisées où on voit l'élève et le maître en conversation. L'ascendant de Niven est également établi par des cases où ce dernier domine l'espace visuel et est présenté en plongée afin d'accentuer sa dominance. Or, plus le temps passe et plus les récits héroïques de Niven sont remis en question par les autres sources de Sacco, et plus il perd de sa superbe dans l'imagination du journaliste. On voit d'ailleurs qu'il est en fait, là, il est en plongée, il est en contre-plongée dans les cases précédentes pour diminuer un peu son impact. Leur dernière rencontre se solde par une poignée de main, où les deux personnages sont à nouveau sur un plan d'égalité, et la dernière planche du récit montre le fixeur dans une séquence où on le voit disparaître graduellement dans un zoom-out en plongée, alors même que la dernière soliloque de Sacco remet en question une dernière fois la véracité de la réputation de cette personne plus grande que nature, qui a fourni le point focal de son récit le plus personnel. On peut toutefois sentir un écart se creuser entre Sacco et ses sujets de reportage dans les dernières planches de Footnotes in Gaza, l'une de ses œuvres les plus importantes portant sur le massacre des Palestiniens à Khan Younes et Rafah en 1956. Dans l'épilogue de l'œuvre, on voit d'abord Sacco réfléchir à son projet et sa démarche depuis l'habitacle d'un taxi, la distance séparant la population errant dans les rues de la ville et le journaliste à l'intérieur de son véhicule est frappante dans cet extrait. Sacco est en direction d'une énième entrevue où il doit parler à un survivant qui pourra corroborer les dires de ses autres sources. La dernière case montrant cet entretien place le journaliste et son sujet de part et d'autre de l'image, un récitatif les séparant d'autant plus. Alors qu'il est sur le chemin du retour, Sacco songe pour lui-même. Suddenly I felt ashamed of myself for losing something along the way as I collected my evidence, disentangled it, dissected it, indexed it, and logged it into my chart. And I remembered how often I sat with old men who tried my patience, who rambled on, who got things mixed up, who skipped ahead, who didn't remember the barbed wire at the gate, or when the Mukhtar stood up, or where the jeeps were parked. How often I sighed and mentally rolled my eyes, because I know more about that day than they did. L'ironie de son affirmation est évidente. Comment Sacco peut-il réellement en savoir davantage à propos d'une journée qu'il n'a pas vécue lui-même face à des survivants qui l'ont bel et bien vécue? Comme pour faire amende à son outrecuidance, il provoque un fondu enchaîné qui présente, dans une séquence muette en ocularisation interne, un épisode de cette journée de massacre qui l'a tant obsédé. Donc, les dernières pages, on les voit ici. L'arrière-plan en noir et blanc marque le passage à la reconstruction historique, procédé qui avait été mis en place dans The Fixer,
Et Sacco met son art au service d'une portion de récit que l'on peut lire comme une concaténation des témoignages recueillis auprès de sources contradictoires. La focalisation adoptée est donc une hybridation des bribes recueillies auprès des survivants et de la perspective imaginaire, mais très bien renseignée, que Sacco a développée sur les événements. En somme, ici, Sacco cède la parole à travers ses crayons aux souvenirs des gens ayant vécu la tragédie qu'il a cherché à rapporter. Ceci nous mène, enfin, dira-t-on, à aborder Payer la Terre, œuvre d'abord parue sous la forme de 2 reportages de 30 pages dans la revue 21, puis allongée de quelques 200 pages sous la forme d'un album paru chez Futuropolis. Sacco s'est cette fois intéressé au sort des Dene, un peuple oublié des territoires du Nord-Ouest dont il retrace les origines, la désagrégation sous l'influence des colonisateurs blancs, la dénaturation lors de leur insertion dans des pensionnats et la dépossession de leur territoire aux mains de compagnies d'exploitation de ressources naturelles. Payer la Terre voit Sacco adopter une position en retrait face à son reportage, bien que les marques de focalisation soient tout de même apparentes. En effet, lorsqu'ils se mettent en scène, on peut aisément reconnaître ces récitatifs saccadés et les portions plus contemporaines du récit sont présentées dans une mise en page que l'on pourrait dire plus traditionnelle, où les cases sont encadrées et à angle droit. Par opposition aux portions de témoignages où les personnes qui prennent la parole sont présentées de manière frontale au centre de la planche, et ce qu'ils disent est représenté visuellement aux alentours du sujet de manière beaucoup plus enchevêtrée. Cet exemple fait jouer de manière très frappante le clivage entre tradition ancestrale et comportements occidentaux. Les propos critiques d'un aîné d'aîné sont illustrés par une série de cases au cadre apparent qui contiennent divers marqueurs de technologie contemporaine qui occupent les mains du personnage à manipuler autre chose que les outils traditionnels par lesquels ceux-ci prenaient contact avec la nature. Dans cette autre séquence, Sacco assiste à une fête où ont lieu des Olympiades dont les différentes épreuves mettent en application des savoirs ancestraux des Dene. Dans cette planche, le défi à relever consiste à faire bouillir de l'eau pour le thé le plus rapidement possible. C'est la focalisation de Sacco qui nous présente cette scène. Les cases de la séquence contiennent des cadres obliques, reprises de ces récitatifs distincts, et ne sont pas accompagnés de texte puisque le journaliste ne saurait décrire chacune de ces étapes et choisit de nous présenter les actions dans la même frénésie qu'il a ressentie en observant cette impressionnante démonstration de savoir-faire. De même, l'expérience du territoire et de la culture autochtone de Sacco, lorsqu'elle est présentée à travers sa perspective, dénote son ignorance, par exemple lors de cette scène où il prend part à une pêche blanche et où il marque son aveuglement face à cette pratique par une absence quasi complète d'arrière-plan, alors que ses autres planches en regorgent. On peut contraster avec l'extrait suivant, où un des interlocuteurs de Sacco relate une expérience de communion avec la nature qui fait la part belle au majestueux paysage qui coupe le souffle du personnage. Dans les séquences où Sacco se met en scène recueillant les témoignages de ses sujets, il préfère adopter une position plus distante. Par exemple, dans cette planche où un jeune Dene raconte les nombreux drames dont il a été témoin lors de sa jeunesse, qu'on voit dans les cases du haut, et qui sont présentés avec une grande pudeur, et où le journaliste se positionne face à une fenêtre, dans la lumière, tandis que son interlocuteur est dans l'ombre. Un dernier exemple de ce que nous pourrions appeler une focalisation croisée mérite d'être considéré. Un chapitre entier est consacré à l'expérience de Paul Andrew, intervenant souvent et longuement cité lors de l'œuvre, dans les pensionnats où ont été relocalisés les enfants d'aînés et où ils ont subi la longue torture d'une endoctrination dans la religion. Le point d'orgue de cette conversion est ce que nous devons qualifier de l'entrée aux enfers, le moment où les figures religieuses ont introduit à leurs ouailles la réalité du jardin de Satan. La case qui représente l'image mentale que cette découverte a suscité chez Andrew émane de ce dernier, dans le même procédé qu'on a vu où il est placé dans l'image et ce qui l'entoure vient de lui. Mais elle ne peut faire autrement que d'avoir été conçue visuellement puis graphiquement par Sacco. Encore une fois ici, on voit comment Sacco a choisi, en définitive, de mettre son talent au service du récit des Autochtones du territoire du Nord-Ouest, plutôt que d'opter pour une approche autobiographique qui tirerait trop la couverture de son côté. Examinons rapidement un dernier exemple. Entre 2005 et 2008, Kate Beaton, pour rembourser son prêt étudiant, a travaillé 2 ans dans l'industrie des sables bitumineux de l'Athabasca, un secteur alors en plein boom économique, pour le compte d'entreprises d'extraction comme Syncrude et Suncor, qui possèdent des sites près de Fort McMurray. Elle détaille le caractère toxique de son environnement de travail dans Docs, en 2022, notamment le harcèlement sexuel, dont de viol, subi de la part d'une population de travailleurs quasi exclusivement masculine et dépeignant de manière plus générale
la fuite en avant d'une exploitation des ressources naturelles et humaines qui sacrifie tout au nom de l'argent, alors que les effets négatifs de cette exploitation sont maintenus sous silence. Vers la fin du récit, l'une de ses rares collègues féminines, son amie d'université Lindsay Bird, étudiante en journalisme, lui confie qu'un journal militant lui a demandé d'écrire un article sur les sables bitumineux, mais vu de l'intérieur. Ce journal a d'ailleurs publié une entrevue vidéo avec Selena Harp, une sage de la communauté Cree de Fort McKay, qui explique notamment les effets de la pollution sur l'eau, sur l'air, le gibier, le poisson, les baies, sur sa communauté, où, citation, « beaucoup de jeunes meurent très tôt de cancer ». Qu'écouteront clandestinement les deux jeunes femmes pendant leur heure de dîner, YouTube étant en voie d'être bloqué après Facebook. Kate réalise alors son ignorance. Elle croyait que Fort McKay était une autre mine lorsqu'elle a croisé le panneau sur la route à son arrivée, et sa complicité indirecte, citation, « Je n'ai eu aucune objection à venir ici, maintenant je ne peux plus effacer le fait que je suis venu ». Dans la note de l'autrice à la fin de l'œuvre, Beaton revient sur son ignorance, voire son absence de préoccupation du sort des communautés autochtones à l'époque, le tout s'étant déroulé avant l'avènement du mouvement Idle No More, qui a évidemment grandement contribué à éduquer le grand public à l'héritage de la violence coloniale. Mais plutôt que de tenter d'expliquer directement la situation des Premières Nations d'Athabasca, ainsi qu'elle l'explique, comme ce livre est autobiographique, je peux seulement vous raconter mon expérience des sables bitumineux, où mon univers était très limité et très blanc. Donc, l'autrice va contacter Selena Hart pour lui demander l'autorisation de citer et de représenter dans son livre l'entrevue qu'elle avait donnée en 2008, la remerciant au passage, citation, d'avoir pourfendu son ignorance et sa vision complaisante de petite personne, et de son rôle dans une industrie qui polluait son existence à elle. Mais si la cession de parole à l'intérieur de son œuvre s'affirme comme stratégie de fond dans le mea culpa personnel de Beaton, le choix d'avoir représenté un autre média, la vidéo, au sein de sa bande dessinée peut de surcroît être interprété comme une stratégie formelle de mise en retrait de son support artistique en tant que créatrice, tout comme la mise au service de ce même support à la voix d'une interlocutrice privilégiée et compétente afin de pallier le manque de discours sur la réalité autochtone dans son œuvre. Pour conclure, nous aimerions revenir sur un dernier passage de Precious Little abordé en introduction. Ayant choisi de recueillir les témoignages de la communauté Ushtimasu afin de préparer son rapport, Anna tombe sur la contribution d'un enfant dont le vocabulaire limité l'a amené à avoir surtout recours au dessin pour s'exprimer. Son croquis représente une maison en feu d'où émanent des lamentations d'enfants prisonniers des flammes. Bien qu'elle ait baigné dans cette tragédie depuis des mois, cette image l'atteint d'une manière différente. The drawing brings me face to face with the naked truth. A child with a marker in hand has exposed the unfathomable, the unspeakable. It is pointless to avert my eyes. The image has penetrated deep, sunk its clutches into me. The fire burns fiercely before me. It won't let go, hits me in the face. My gut constricts, a knot reaches for my throat, my head is pounding. On pourrait, à la lecture de ce passage, comprendre que la représentation graphique des réalités autochtones a une puissance évocatoire supérieure à ce que les mots peuvent exprimer. Sans tomber personnellement dans de pareilles prises de position iconophiles, il nous apparaît tout de même que l'image a des vertus distinctes de celles du discours écrit, et comme nous le savons, la bande dessinée se permet le luxe de réunir les deux au sein d'une même production sémiotique. De plus, comme nous avons cherché à le démontrer, le partage d'expériences que la bande dessinée permet, à travers des focalisations variées, peut avoir une portée politique indéniable. Dans son essai « Exactly What I Said », la professeure en éducation Elizabeth Yeoman aborde les enjeux de traduction et de transmission depuis les cultures autochtones canadiennes vers les populations allochtones ou dominantes, en fait. Elle revendique une posture sur la traduction développée par Maria Timoshko, qui propose le concept de « translation with an asterisk », il n'y a pas vraiment de manière de le souligner autrement à l'oral, visant à élargir la portée du geste de traduction to accommodate the varied semiosis associated with and the wide-ranging set of meanings indicated by all the words used internationally for the practice and products of translation. Dans une telle acceptation, les démarches de Dufour, Rémiard, Sacco et Beaton que nous avons considérées sont des formes de traduction intersémiotique des réalités autochtones sous la forme multimodale de bande dessinée. De plus, ces traductions se font par le truchement de personnes blanches qui focalisent certains passages de leurs œuvres afin de rendre compte de leur distance face à leur sujet, mais n'hésitent pas à céder la parole à ceux-ci. Comme le rapporte Yeoman, en citant le photographe et sociologue Douglas Harper, who argues that breaking the frame of people's everyday views can lead them to a new understanding of their lives and experiences and also provide bridges between words that are culturally distinct.
Et elle cite également Elisabeth Penachoué, avec qui elle a collaboré afin de traduire sa biographie vers l'anglais, qui avait affirmé, en consultant la version finale de ce projet, « I can't read English, but I can read the pictures. People can look at pictures to understand the story. » Le travail de traduction par le truchement de l'art s'avère donc nécessaire afin de briser les cadres des imaginaires préconçus, en cherchant à comprendre des récits et plus largement comprendre l'histoire avec un grand H. La communication entre tous les membres de la population du Canada est nécessaire afin d'en arriver à des formes de réconciliation qui pourraient mener à une plus grande harmonie entre peuples. Comme on vient de le constater, la bande dessinée joue un rôle dans ce processus essentiel afin de s'extirper des dialogues de sourds, des visions étroites et des multiples solitudes. Merci.